Première question, vous vous en souvenez? Non, absolument pas. Non? Quand je prononce le mot la canale, que cela évoque-t-il pour vous? Ah, alors attendez, que je ne dise pas toujours la même chose. Voilà, la canale pour moi, c'est l'endroit où j'allais le matin, je revenais à midi, je repartais en début d'après-midi et je revenais le soir. Autrement dit, pour moi, la canale, c'est un établissement ou un endroit et qui était au bout du chemin. Et ça représentait 20 minutes à une demi-heure de trajet. Et les journées étaient toujours à peu près les mêmes, avec 3 heures de cours le matin, 4 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Et pour moi, c'est ça, c'est des bâtiments. Chacun des bâtiments avait leurs caractéristiques. Il y avait l'infirmerie, il y avait les salles de cours, il y avait le bâtiment administratif. Mais la canale, c'était ça. C'était un point d'arrivée, un point de départ, avec les camarades, parce que comment j'arrivais toujours de bonne heure, la porte était fermée, et quand on attendait que la porte soit ouverte, évidemment, on retrouvait les camarades, et alors là, pendant 5 à 10 minutes, en attendant qu'on veuille bien, que le concierge veuille bien ouvrir la porte, on retrouvait les camarades. Alors c'est ça, c'est un bâtiment en fin de trajet, en début de trajet, suivant qu'on partait de chez soi ou qu'on revenait chez soi. À quelle heure ouvrait le lycée? Pardon? Vous parlez justement de la fermeture des portes. À quelle heure ouvrait le lycée? Vous avez souvenir de 8 cela? heures. Alors il ouvrait à 8 heures moins le quart. Il ouvrait un quart d'heure avant le début des cours. Les cours ne commençant qu'à 8 heures, ça ouvrait à moins le quart. Et bon, il y avait toujours les gens, c'est une question de tempérament, il y a toujours ceux qui arrivent en retard qui sont toujours les mêmes d'ailleurs en principe. Et les portes ouvrant à moins le quart, moi qui n'utilisais pas les transports en commun, qui partais à pied, on arrivait entre moins 25 et moins 20, donc on avait toujours 5 ou 10 minutes à attendre patiemment que la porte s'ouvre. Alors comment étaient les alentours du lycée justement? Les alentours, j'étais calme d'abord. En face du lycée, il y avait une librairie, parce que souvent les librairies, comment dirais-je, topographiquement parlant, les librairies se mettent toujours dans des endroits intéressants sur le plan, on appellerait ça du marketing maintenant. Il y avait une librairie, il y avait aussi un café. Le jour n'allait pas, mais il y avait aussi un café qui a déjà dû disparaître depuis cette époque. Et puis le reste était calme. Il y avait le parc de Sceaux d'un côté, donc le parc de Sceaux était obligatoirement calme. L'allée d'honneur, je ne sais plus si je l'ai vu construire, mais enfin, qui était, dans la semaine, c'était toujours très calme. Donc les alentours, il n'y avait rien de particulier, des voitures qui circulaient, c'est tout. Il n'y avait pas de, comment dirais-je, pas d'exubérance, si vous voulez, ou pas de, oui, d'exubérance, c'est le terme. À quoi vous fait penser le lycée La Canale? Bah, pas mal d'années de travail, parce qu'on travaillait, donc il fallait d'ailleurs, même si on ne voulait pas, il fallait le faire quand même, parce qu'entre toutes les hiérarchies qu'on avait sur le dos, les hiérarchies plus ou moins autoritaires des parents, comment dirais-je, la hiérarchie de l'éducation nationale, du lycée, c'était des années où on pensait qu'à une chose, c'est passer dans la classe supérieure. Là, il fallait. Alors, quand on n'avait pas de problème particulier, on arrivait au mois de juin et on savait très vite qu'on passait sans examen à la classe supérieure et à ce moment-là, on était décontracté. Et on pensait à la rentrée parce qu'à cette époque-là, on avait quand même des vacances d'été qui étaient très importantes puisqu'on rentrait au mois d'octobre, hein. On rentrait début octobre, entre le 1er et le 5, suivant les années. Et depuis le 14 juillet, même avant le 14 juillet, pour ceux qui étaient passés sans examen à la classe supérieure, on avait quand même presque 3 mois de vacances. On en avait beaucoup moins dans le reste, mais là les vacances d'été étaient énormes. Et en termes d'infrastructure dont vous avez parlé tout à l'heure, à quoi cela vous fait-il penser au niveau du lycée? Le terme de... Le lycée La Canale, dans sa bâtisse. Au point de vue construction. Infrastructure, construction. C'était un très grand lycée. Bon, il y a la grande galerie que tout le monde a connue, qui était immense, surtout quand on avait 8 ou 9 ans. C'est vrai, elle paraissait avoir des kilomètres et des kilomètres.
il y avait là cette grande galerie avec toutes les classes, les trois cours pas superposés, ces trois cours qui se succédaient, successives, et les salles de cours, donc une quantité qui donnait sur cette grande galerie, et puis dans les bâtiments adjacents, quelques cours au premier étage, notamment les travaux pratiques de physique et chimie, où les salles étaient au premier étage. Pratiquement tout était au rez-de-chaussée. Et le bâtiment administratif qui était décalé par rapport à ces salles de cours, un endroit où on n'allait jamais, bien sûr, ou très rarement, sauf quand on y était convoqué. En général, quand on était convoqué, c'était pas pour des choses bien agréables. Alors il y avait ce qu'on appelait le petit lycée qui était en, comment dirais-je, qui était en contrebas, où il y avait une petite cour qu'on voyait du haut avec des arbres et on voyait les mouflets, puisque le petit lycée démarrait à la 12e, hein, de la 12e à la 9e. Alors là, ils étaient en contrebas et j'étais nettement séparé de ce qu'on appelle le primaire et le secondaire. Et puis, il y avait l'infirmerie qui était un énorme bloc dans lequel il y avait, à cette époque-là, il y avait, avant la guerre, il y avait salle d'opération, dentisterie, etc., etc. C'était une très grosse infirmerie parce qu'il y avait quand même pas loin d'un millier d'élèves, il y avait au moins plusieurs centaines d'internes et il fallait bien que ces gens-là aient tout sur place. Et puis la chaufferie, avec une grande cheminée qui existe toujours, je crois. La chaufferie qui chauffait tous ces bâtiments importants, parce qu'ils étaient importants, les dortoirs, tout ce qu'on peut imaginer, les réfectoires, la chaufferie, et puis alors, voilà, c'était imposant. Imposant et vaste, parce que comme il y avait le parc derrière, ça donnait une impression de plusieurs hectares, d'immensité, c'est peut-être un mauvais mot, mais vraiment spacieux. C'était très spacieux comme établissement. Vous n'aviez pas l'impression d'étouffer derrière les murs? Absolument pas. Non, absolument pas. Il y avait de l'air et de la lumière. Quand avez-vous mis les pieds à la Canale pour la première fois? En 1931. J'arrivais de Bois-Colombes, dans la banlieue nord, et je me souviens, je suis rentré en 8e. Je suis rentré en 8e et bon, le souvenir de cette année-là, si je me souviens, des camarades, je ne sais pas parce qu'ils commençaient à disparaître, mais je cherche le nom du professeur, puisque c'était l'instituteur, enfin instituteur, je ne sais plus comment il s'appelait à l'époque, oui. C'était des instituteurs, c'était des primaires, en 8e et 7e. Je sais qu'en 7e, en 32, j'ai eu une femme comme institutrice, mademoiselle Rapin. Il y avait une mixité, mais sur une classe d'une trentaine d'élèves, il y avait 7 ou 8 filles, quoi. Très faible. Pas... Alors comment se passait une semaine à la Canale au début de votre scolarité, puis au fur et à mesure, comment a-t-elle évolué? Oh, en primaire, c'était, comment dirais-je, c'était très minuté, si l'on peut dire. C'est-à-dire qu'on faisait 8h midi, 2h, 4h. En principe, c'était ça toute la semaine, à l'exception du jeudi, puisque le jeudi, c'était vraiment le repos, la coupure de la semaine. Le samedi était à peu près pareil. Peut-être le samedi après-midi, ils choisissaient des cours un peu moins violents, enfin un peu moins durs à encaisser, mais en primaire, c'était très carré. C'était très carré, il n'y avait pas de problème particulier. Alors après, quand on passe au secondaire, alors là, on avait toutes les catégories, si je puis dire, ou toutes les gammes. On avait toutes les gammes, on avait dans la première cour du secondaire, ça allait de la 6e à la 4e. Après, ça allait de la 3e à la seconde, et la dernière cour, c'était les secondes et les premières. Les secondes, premières et maths et philo. La durée des cours, quelle était la durée? 55 minutes. 55 minutes ça, c'était carré, c'était 55 minutes, il y avait la sonnerie. Là, il y avait la sonnerie, ça commençait à l'heure et ça finissait à -5. On avait 5 minutes pour changer en secondaire.
En primaire, on changeait pas on était toujours dans la même classe. En secondaire, on avait en gros 5 bonnes minutes, éventuellement 10, ça dépendait, pour pouvoir changer de classe et galoper à la salle d'à côté. D'à côté, enfin à 20 mètres, 30 mètres, 50 mètres, ça dépendait. Quelles étaient les matières étudiées et quelles étaient les matières les plus importantes en termes de coefficients ou pour l'avenir? Jusqu'à... il y avait les catégories, il y avait le latin, français-latin, après il y avait français-latin grec, et puis après, alors en B, il y avait ce qu'on appelait sciences-langues. Les classes de B n'avaient ni latin ni grec. En ce qui me concerne, comme j'étais en latin, les matières les plus importantes c'était français-latin. Et puis le reste était relativement, comment dirais-je, relativement regroupé, traditionnel. Il y avait tant d'heures d'histoire et géographie, tant d'heures de mathématiques, tant d'heures un peu moins de sciences naturelles, des choses comme ça. Mais dans les classes d'A' et A, c'est-à-dire le français-latin et français-latin-grec, c'était le français et le latin qui étaient prioritaires. Vous avez fait des sciences naturelles jusqu'au baccalauréat Oui, on avait même des épreuves de sciences naturelles au bac, en première partie. D'accord. Deuxième partie, j'avoue que je oubliais. Je ne sais pas, à l'oral peut-être. C'était à l'oral d'ailleurs, les sciences naturelles. C'était toujours à l'oral. Non, on a toujours eu des sciences naturelles avec les, comment dirais-je, les programmes classiques. Bon, il y a eu la zoologie, la botanique, l'anatomie, tout ça. Chaque année avait ses caractéristiques de sciences naturelles. Comment se passaient vos devoirs? Comment vous les faisiez? Alors, il y avait plusieurs catégories. Il y avait des devoirs qu'on pouvait faire tranquillement tout seul, parce que c'était par exemple les devoirs de français, de maths quelquefois. Quand on pouvait les faire tout seul, il n'y avait aucun problème. Si on avait des difficultés, bon, on attaquait les copains. Alors on allait chez un camarade ou le camarade venait chez soi, et à 2 ou 3, on arrivait à régler un problème de version latine ou un problème de maths, parce qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas, ou quelque chose qu'on ne comprenait pas, et alors on faisait appel à ceux qui étaient plus ou moins forts dans telle ou telle matière, mais comme les devoirs, dans le fond, ça se résumait au français, aux maths, aux langues, quelquefois, assez rarement les langues, mais c'était surtout français et maths. Français, latin et maths. Histoire et géographie, c'était des compositions, il n'y avait jamais de devoirs. Sciences naturelles non plus. C'était uniquement des leçons à apprendre et des interrogations. Donc, alors les devoirs de français, c'était un peu spécial, parce que le français, c'est très curieux, les dissertations, les choses comme ça, c'est des questions, je dirais presque individuelles, d'opinion personnelle. Le latin, bon, bah, c'était les versions. Bon, bah, les versions, on les comprenait, on ne les comprenait pas. Et puis, alors, les maths, c'est pareil, le problème, où on le comprenait, on le liquidait en très peu de temps, et on ne le comprenait pas, et on faisait appel, on appelait au secours des camarades plus versés dans le don, parce que souvent c'était un don, dans le don des maths, et puis on avait des camarades comme ça qui vous liquidaient un devoir de maths en 5 minutes, parce qu'ils avaient la science infuse. Voilà pour les devoirs. Et donc, la majorité des devoirs que vous faisiez étaient faits à la maison, vous les faisiez rarement à l'école, en fin de compte Ah ben, avec les compositions, on n'avait pas de devoir, jamais de devoir à l'école, non, on avait que les compositions. À la maison, on avait certains devoirs, donc je vous disais le français ou maths surtout, et latin, et le reste, c'était des leçons à prendre. Alors, on parle des compositions, comment se passaient justement les contrôles? Ah ben, les compositions, il y avait tous les trimestres, il y avait une composition de chaque matière. Chaque trimestre. Et ces compositions, bah, on arrivait, on savait que c'était le jour, tel jour, il y avait composition de n'importe quoi, de géographie, d'histoire-géographie plutôt, de latin, autre chose comme ça. On avait le sujet. En général, on avait, suivant les cas, à 1 heure ou 2 heures.
souvent c'était 2 heures. On remettait la copie, on attendait les résultats. Et à la fin de l'année, au palmarès, celui qui avait réussi ces 4 trimestres, il avait le droit au palmarès du premier prix de ceci, du premier accessite de cela, etc. C'était systématique. Vous étiez noté sur 20? Ah, toujours 0 à 20. Tout au moins, je n'ai plus de souvenir des notes de primaire, mais en secondaire, c'était de 0 à 20. On avait même un professeur qui mettait des notes négatives. Et il les faisait uniquement pour une question de classement. C'était un prof de latin. C'était un prof de latin qui commençait d'ailleurs les résultats des compositions par la plus faible note. Alors il y avait un tel moins 9, un tel moins 8, un tel moins 7. Et c'était un type qui notait très dur. Et celui qui était premier dans cette composition avait quelquefois 7 sur 20 ou 8 sur 20. Et il ne pardonnait aucun faux sens et aucun contresens. Alors évidemment, il mettait 0 parce que les notes négatives n'étaient pas légales. Mais il nous les donnait quand même pour que celui qui avait moins 1 disait dans le fond, c'est pas si mal, j'en ai 15 qui sont derrière moi avec plus. Alors vous avez parlé des récompenses remises par le lycée. Donc vous en aviez une par trimestre ou c'était juste en fin d'année que cela se passait? Le palmarès? Oui. Ah ben, c'était la distribution des prix une fois par an, à la fin des études. En général, c'était à la fin juin ou début juillet, où c'était une immense, j'allais presque dire un gala, oui presque, on peut presque parler de gala, où il y avait toutes les autorités comment dirais-je, de la hiérarchie de l'éducation nationale. Je finis par ne plus savoir si c'était l'instruction publique ou l'éducation nationale, je ne me rappelle plus à quelle époque ça a changé de nom. Alors il y avait cette hiérarchie du lycée, proviseur en tête bien sûr, avec censeur, enfin tout le personnel administratif et les professeurs, tous les parents d'élèves et tous les élèves. Alors il y avait pas mal de centaines de personnes dans une immense salle, c'était au gymnase qu'on faisait ça en général. Et il y avait donc des discours qui duraient, il y en avait 3 ou 4 qui duraient facilement une demi-heure à 3/4 d'heure pour chacun, et la distribution des prix qui durait elle aussi 1 heure ou 2, hein, parce que chaque classe était passée en revue, et dans chaque classe il y avait un premier prix, un deuxième prix et 4 ou 5 accessites dans chaque matière. Alors c'est vous dire si ça, j'ai encore, dans mes archives, j'ai encore 2 palmarès, c'est des petits bouquins qui font 1 centimètre d'épaisseur pour 1 an. Et sinon, tous les trimestres, vous aviez aussi des félicitations, encouragements, tableaux d'honneur, ce genre de choses? Alors oui, il y avait les tableaux d'honneur, et les félicitations, ça existait, les tableaux d'honneur, les félicitations, de façon à pouvoir encourager les... Alors là, bah, c'était trimestriel, ça permettait quand même de, comment dirais-je, au cours de l'année, de ne pas attendre la fin de l'année pour avoir vraiment le bilan. Alors, on entretenait, si vous voulez, on entretenait à chaque trimestre un peu d'émulation pour ne pas, comment dirais-je, que les gens désespèrent d'avoir quelque chose. Alors, on avait souvent quelque chose. Comment avez-vous ressenti le rythme scolaire? Oh, il était, j'allais dire presque monotone, non. Il était tellement régulier, quelles que soient les classes d'ailleurs. Il était tellement régulier que dans le fond, d'une année sur l'autre, c'était 8 h du matin à midi, 2 h, 4 h en gros. En gros, de temps en temps, bon, il y avait un à-coup, hein, 1 heure de moins ou 1 heure de plus, mais dans l'ensemble, les 10 ans que j'ai passé à la Canale, je considère que les rythmes scolaires étaient toujours à peu près les mêmes. Si ce n'est qu'avec l'âge, on le supportait plus ou moins bien sur le plan physique et moral. Mais autrement, c'était toujours classique. On avait le jeudi qui nous couvrait, sauf en secondaire où évidemment on avait beaucoup moins de temps qu'en primaire. Mais dans l'ensemble, le rythme n'a jamais bougé. Il était carré, quoi. C'était vraiment un rythme journalier sans surprise. Sans surprise. Vous n'aviez pas l'impression de suffoquer par certains moments et au contraire d'avoir trop de temps à d'autres? Non, il y avait uniquement des matières qui plaisent plus ou moins. Alors les matières qui plaisent,
évidemment, on a l'impression que l'heure passe vite. Celles qui déplaisent, parce qu'on a toujours celles qu'on aime et celles qu'on en aime moins, hein, on était bien obligé de se payer toutes les matières. Alors, suivant les professeurs aussi, parce qu'il y avait des professeurs qui faisaient des cours agréables et d'autres qui étaient beaucoup plus durs sur le plan des notations, des interrogations, des choses comme ça. Moi, je me rappelle d'un professeur d'histoire et géographie qui faisait une interrogation à chaque cours. Ça durait exactement, on répondait pas par oui ou par non, mais on répondait par un non. Il donnait 10 questions. Il arrivait à la 10e question, il ramassait les copies, il les corrigeait immédiatement, il en avait pour 10 minutes. Et après, il faisait son cours. Et c'était systématique. Donc, suivant la manière dont les professeurs traitaient leurs cours, suivant dans l'ensemble, je vous dis, il y a des heures qui paraissaient longues et d'autres qui paraissaient moins longues. Est-ce que vous étiez plus, vous, partisan des interrogations surprises ou des interrogations programmées? Bon, ça dépend des résultats de ces dites interrogations. Hein. Quand on réussit, on se fiche pas mal, quand on est content d'avoir une bonne note, on se fiche pas mal de savoir les caractéristiques de ce qu'on nous a, enfin, de l'interrogation qu'on a eue. Donc on préférait de beaucoup les choses rapides. Finalement, les interrogations en cours d'un cours, c'est le cas de le dire, au cours d'une heure, pendant une heure de cours, en latin notamment, souvent le professeur interrogeait 4 ou 5 élèves sur un texte donné, et comme il ne pouvait pas dépasser 4 ou 5 élèves, on souhaitait ne pas l'être ce jour-là, et que ça nous arrive à peu près une fois par tous les 15 jours, des choses comme ça. Et c'est vrai que on n'aimait pas, comment dirais-je, être interrogé par... C'était un professeur, chacun avait sa méthode. Hein. On n'aimait pas parce que il était assez dur dans les interrogations, et comme c'était des notes qui comptaient pour le trimestre, quelquefois on tombait bien, quelquefois on tombait mal. Mais c'est une question de goût personnel. Hein. On a toujours eu des cours plus ou moins agréables et des cours plus ou moins pénibles à supporter. Quels sont les événements qui ont marqué votre vie scolaire? Au lycée, les événements, ils étaient, au cours d'une année, les événements étaient toujours les mêmes. Il y avait, bon, le Saint-Charlemagne, ça durait 24 heures, ça n'avait pas, c'était vite oublié. Bon, les vacances scolaires, il y en avait quelques, il y en avait bien moins de printemps, bien sûr. Bon, ça marquait, il y avait les vacances des fêtes de fin d'année, il y avait la Toussaint d'abord. Il y avait toujours entre 24 et 3 jours. Les fêtes de fin d'année, là, on avait bien une dizaine de jours en général. Pas qu'on avait 15 jours, 8 jours avant, 8 jours après. Et puis la Pentecôte, je crois, on avait récupéré 48 heures. Alors ça marquait l'année. Au-delà de marquer l'année, bon, bah, il y avait le passage dans la classe supérieure. On grignotait pour arriver vers les anciens. Quand on est jeune, on n'en finit pas de vieillir. C'est vrai, mais c'est vrai. Hein. C'est vrai, quand on a 15 ans, on va en avoir 17. Quand on a 17, on va en avoir 20. Alors on voyait ce qu'on appelait les grands, les classes préparatoires, des choses comme ça. Et quand on était en 6e, on était à l'autre bout de la grande galerie. Et on disait, qu'est-ce qu'on va mettre comme année pour arriver à atteindre les premières ou la deuxième partie de bac, quoi. Bon, il y a eu la guerre, mais la guerre c'est un cas particulier, surtout que l'année 39-40 j'étais en dehors de la Canale, puisque je suis revenu en 40, enfin 40, pour faire 41 et 42. Bon, ça a marqué, parce que c'est des événements qui ont marqué tout le monde, que ce soit à la Canale ou ailleurs. Autrement, non, les années s'écoulaient avec le fait que chaque année on avait un an de plus sur les épaules. Ça, c'est sûr. Parlez-moi un peu des à-côtés de la vie de lycéen à la Canale, en termes de temps libre, de contraintes que vous pouviez avoir. Oh ben, en dehors, dès qu'on était rentré chez soi, dès que les devoirs étaient, qu'on n'avait plus de contingence de devoirs, de leçons de devoirs, parce qu'il y avait les deux, bon, ben, il y avait les camarades. Alors on avait comme chacun, on a toujours ses camarades préférés, on en avait 1, 2, 3, et on
on allait chez ses camarades, ou les camarades venaient, et comme on rentrait en général vers 4 heures de l'après-midi, si les devoirs étaient rapides, et les leçons, on avait quand même devant nous 2 heures au moins de tranquillité avant le repas du soir. Alors, moi j'ai appris à jouer au billard, par exemple, chez un camarade qui avait un billard, parce que c'est une chose qui a disparu, parce que pour avoir un billard, il faut des mètres carrés, et les mètres carrés maintenant, moi d'avoir un château. Non, alors, bon, puis alors le reste, il y avait le sport, il y avait des équipes de football, il y avait de la natation, il y avait tout de même le jeudi notamment. On arrivait à, il y avait la piscine, on arrivait à faire quand même du sport, comme partout, indépendamment des heures réglementaires de gymnastique, bien sûr. Alors le reste, bon, ça dépendait des âges aussi, parce qu'en sixième, on avait les camarades, les copains. Et puis évidemment, quand on arrivait plus vieux, à 16 ou 17 ans, on commençait à lorgner du côté de Marie Curie qui venait de s'ouvrir, puisque si mes souvenirs sont exacts, c'était en 1936, Marie Curie a été ouvert, et où là, ils avaient beau être, il y avait le parc de Sceaux entre les deux lycées, mais enfin, il y avait beaucoup, la Canale est sur Sceaux, donc c'était les C1. Dans les classes, il y avait même, sinon majorité, il y avait bien la moitié presque de C1. Alors là, bah, c'est un problème d'âge, quoi. Autrement, bon, moi, la vie s'écoulait, je dirais normalement, hein, sans anomalie en dehors du lycée. Il y avait des cinémas à l'époque. Donc on pouvait aller au cinéma sans être obligé de prendre le métro, d'aller à Paris, d'aller chercher des... Il y avait les cinémas à Sceaux, les cinémas à Bourg-la-Reine, Bagneux, il y avait des cinémas qui avaient des séances tous les soirs, plus des matinées le samedi et le dimanche. Vous écoutiez la radio? Oui. Oui. On écoutait la radio, c'était l'époque du jazz. Le jazz, le vrai, ce que j'appellerais le vrai jazz, c'était Duke Ellington, Louis Armstrong, Billy Goodman, je sais pas. C'était la grande époque du jazz entre 1934 et 1900, pas la guerre, 39. Et souvent les parents disaient arrête cette musique de singe, parce que chaque génération a ses caractéristiques. Mais j'ai d'ailleurs apprécié le jazz beaucoup plus maintenant, ce jazz-là, l'origine. Je l'apprécie beaucoup plus maintenant que je ne l'ai peut-être apprécié à l'époque. Mais indépendamment de ces musiques, alors on ne lisait pas de journaux. On ne lisait pas de journaux, on écoutait les informations, les parents les écoutaient, le père notamment, parce que la mère a autre chose à faire. On écoutait que de la musique. Et vous lisiez, j'imagine, vous avez plus de lecture. On lisait beaucoup parce qu'il n'y avait pas de télévision. Alors là, on lisait énormément. On lisait les lectures que l'on appelle correspondant à nos âges. Hein, peut-être que certains, pour des motifs que j'ignore, lisaient peut-être un peu plus de classiques ou de livres que les professeurs de français leur avaient conseillé de lire, mais enfin en général on lisait ce qui plaisait. Si on aimait les romans policiers, on lisait des romans policiers, si on aimait les aventures, on lisait des romans d'aventure. Et quelquefois on allait jusqu'à lire des classiques parce que on était obligé de les lire. Vous avez été demi-pensionnaire à la Canale? Non, jamais. J'ai toujours été externe. Alors, là, je vais attaquer le domaine des matières, mais plus précisément sur la partie langue. Quelle langue avez-vous étudié à la Canale? Ah ben, moi, j'ai pris l'allemand parce que cette époque-là, comme j'étais destiné à faire un militaire, c'était ce qu'on appelait la langue militaire, donc c'était systématique l'allemand. C'était systématique et j'ai donc fait 6 ans d'allemand en gros, quoi, depuis la 6e. Et j'ai eu, comme on a eu notamment dans les professeurs, j'ai eu le fameux Boucher qui a fait faire un bouquin, le Verwiller-Kahn. Et M. Boucher a été mon professeur pendant 1 an, ou peut-être 2 ans, je ne sais plus. Alors à cette époque-là, d'ailleurs, il n'y avait pas de mystère, hein, il y avait l'allemand, l'anglais, et pratiquement sur le plan langue vivante, c'était tout. C'était tout. En B, j'arrivais peut-être de temps en temps à... qu'on avait beaucoup de Russes blancs. Alors,
y avoir des... Mais c'était les deux langues classiques, il n'y en avait pas d'autres. C'est plus comme maintenant où il y a 25 langues, enfin pas 25, mais il y a des quantités de langues qu'on apprend, l'arabe, le russe, le je sais pas quoi. Non, non, il y avait l'anglais et l'allemand, c'était que les deux langues classiques au point de vue langue vivante. Et puis après, latin et grec pour les langues qui étaient Latin classiques. et grec, alors là, le latin jusqu'en 4e, et puis après le grec pour ceux qui voulaient être docteur, par exemple, parce qu'à cette époque-là, pour être docteur, hein, il fallait obligatoirement faire du grec. C'est plus comme maintenant où les généralistes font des équations du 3e degré, mais ne connaissent rien aux racines grecques sur les médicaments. Alors, comment étaient enseignées les langues et par quel type de professeur? Vous aviez droit à des professeurs originaires du pays ou... Absolument pas. Non. Non, c'était des professeurs français qui avaient une agrégation de langue, par exemple, puisqu'on n'avait pratiquement que des agrégés à la Canale. Et c'était des Français, tous quatre Français. Et comme je n'ai pas fait d'anglais à l'époque, je ne sais pas comment ils procédaient en anglais, mais ça devait être pareil. Le drame, c'est que on voulait à toute force que l'on parle la langue correctement, et pour l'allemand notamment, où la grammaire allemande est à peu près aussi empoisonnante que la grammaire latine, il est bien évident qu'on perdait notre temps sur le plan de la vie courante, hein, parce qu'au bout de 6 ans d'allemand, j'étais absolument incapable de demander à boire. Mais par contre, je connaissais par cœur du Schiller, du Goethe, j'en passe, c'est des meilleurs, tous les vers qu'on m'a fait traduire, Dieu sait s'il y en avait. Ouais. Non, c'était des professeurs que j'appellerais normaux. Il n'y avait pas de lecteur, il n'y avait rien de choses comme ça. Comment était abordée l'Europe? L'Europe. Comment avez-vous... comment, si vous voulez, l'enseignement vous parlait de l'Europe? Mais l'Europe n'existait pas. Elle n'existait qu'en tant qu'histoire et géographie. Comme l'Asie, comme l'Amérique, comme l'Océanie. Comme de toute façon, on savait qu'il allait y avoir une guerre, j'en doutais un peu, hein, puisqu'on a tourné autour pendant des années. Bon, il y a eu la guerre, et après la guerre, pendant encore un certain temps, mais après la guerre, j'avais quitté la Canale, hein, mais jusqu'à y compris la guerre, l'Europe n'était jamais qu'un continent par rapport aux 4 autres. Hein. L'idée d'Europe avec des pays réunis n'était même pas imaginable. Jamais. Non, c'était vraiment l'Europe des nations, l'Europe des conflits et l'Europe des ennemis héréditaires ou classiques, si vous voulez. L'anglais étant l'ennemi héréditaire et l'allemand l'ennemi traditionnel de l'époque. À partir de quel âge avez-vous su ce que vous vouliez faire comme profession? Dans toute ma vie. C'était mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, donc ça, pour moi, c'est une chose qui n'a jamais posé aucun problème. Je ne pouvais pas faire autre chose. Et je crois que j'aurais jamais pu réussir à faire autre chose. Jamais je n'ai eu dans la tête l'idée de faire autre chose de ce que j'ai fait. Ça, jamais. Avez-vous subi un bizutage dans l'une quelconque des classes? Dans la Canale, non. On ne peut pas appeler bizutage les rentrées d'octobre, où la plupart on se connaissait tous d'abord. Bon, il y avait quelques nouveaux, mais non. C'est une chose que je n'ai jamais entendu parler pendant mon séjour, et non, les réactions étaient des réactions individuelles de gens qui, pour des motifs divers, des têtes qui reviennent ou des têtes qui ne reviennent pas, mais non, jamais. Au moins même jusqu'à la deuxième partie de bac. Aviez-vous une place préférée en classe? Ça dépendait des cours. En général, j'aimais bien être en devant parce que le professeur s'intéressait aux gars de derrière. Alors quand on voulait faire des bêtises, il valait mieux être devant, tout près du prof. Comment avez-vous ressenti la non-mixité dans les classes? Pour nous, à notre époque, ça n'avait pas un intérêt particulier. Même le mot lui-même ne voulait rien dire. Quand on parlait de mixité, c'était beaucoup plus des problèmes de mélange de liquide qu'autre chose. Non, c'est une chose ça ne nous est jamais venu à l'esprit.
On ne pensait même pas à l'époque que ça aurait pu exister un jour. Non, c'était impensable. Dans le secondaire, c'était impensable. Quels sont les professeurs qui vous ont marqué et quelle incidence ont-ils eu derrière? Bon, les professeurs qui m'ont marqué, c'est ceux qu'on aimait, et puis dans ceux qu'on aimait, dans les matières qu'on aimait. Alors, bon, on a dans la tête des quantités de professeurs, d'histoire et géographie, d'histoire et géographie, même de sciences naturelles. Alors, les professeurs avaient chacun leurs caractéristiques. Ils avaient aussi leurs manies, parce qu'il faut bien dire, hein, on est tous des hommes, on a des manies. Alors, ceux qui ont marqué, c'est ceux dont on conserve le souvenir des cours, c'est-à-dire de cours bien faits qui nous ont appris beaucoup de choses. Et surtout, il y en a eu qu'on allait voir avec plaisir. Je me souviens des époques au mois de juin où on séchait les cours parce qu'on savait qu'on passait sans examen à la classe supérieure. Il y avait des professeurs, on allait avec plaisir suivre leurs cours. Mais c'est bon. Puis il y en avait qui étaient plus, j'allais dire sympathiques, c'est pas le mot. Il y en avait qui étaient un peu des terreurs à cause des notes qu'ils mettaient. On avait peur d'avoir une note pas suffisamment intéressante pour les parents. Et il y en a d'autres qui étaient des gens très détendus, très décontractés, ou, bon Dieu, qui nous ont laissé des souvenirs plus agréables, tout autrement. C'était surtout les matières qui jouaient. Les parents avaient un rôle important dans la scolarité? Énorme. Sur le plan des études, c'était 50% et le lycée 50%. Les parents avaient un rôle d'ailleurs qui n'était pas un rôle technique, si je puis dire. C'était un rôle d'autorité. Les parents disaient tu travailleras, que ça te plaise ou non, et ils étaient confortés par la hiérarchie de l'éducation nationale qui complétait l'action des parents. Alors les deux mis l'un au bout de l'autre, ça, on était obligés de travailler. Mais les parents avaient un rôle énorme. Donc, on a parlé tout à l'heure du lycée, de son infrastructure. Comment justement étaient séparées les différentes cours? Par des surveillants généraux, si je puis dire, il y en avait trois. Il y en avait trois qui correspondaient chacun à une des cours. Et entre chaque cours, il y avait un bâtiment perpendiculaire à la grande galerie qui séparait les deux cours. Lequel bâtiment, alors au premier étage, il y avait quelquefois des salles de public, au rez-de-chaussée, il y avait soit des couloirs ou des salles, indépendamment des salles de cours. Alors, c'était ce bâtiment perpendiculaire qui séparait les cours. C'était hermétique ou vous aviez des accès de temps en temps à La certains grande des galerie, de cours? toute façon, elle était un accès total d'un bout à l'autre. Hein. Mais on ne se mélangeait pas. On ne se mélangeait pas, d'abord parce qu'on n'avait aucune raison d'y aller, puisque nos salles de cours étaient dans une cour, elles n'étaient pas dans celle d'à côté. Et puis, de toute façon, un surveillant, on va lui dire qu'est-ce que vous fichez là. En plus, en admettant, en disant qu'est-ce que vous avez à faire, vous n'avez pas de raison d'être là. Et c'est vrai qu'on n'avait pas de raison d'être ailleurs que dans notre cours. Surtout que comme on n'y restait que 5 à 10 minutes entre chaque cours, on n'avait pas le temps d'aller traîner à droite et à gauche. Vous aviez des matchs de foot de temps en temps dans les cours? Non. Dans les cours, les petites classes, il y avait les billes. Bon, il y a eu la pelote, ça c'était classique, il y en avait jusqu'à un certain âge. Dans la dernière cour, j'ai connu, moi, à la fin, un peu de basket. Un peu de basket. Et comme nous n'avions pas de terrain, puisqu'on avait un terrain devant les salles de gymnastique qui était un terrain en pente. Alors on faisait un peu de football pour détendre pendant les 20 minutes ou la demi-heure de gymnastique libre, si je puis dire, que le professeur nous accordait de temps en temps quand on ne faisait pas trop de bêtises. Mais le foot, on allait le jouer ailleurs. Il y avait une équipe, et puis cette équipe, on prenait le métro, on allait, il y avait des challenges, des choses comme ça, où on allait sur Paris, dans les endroits où il y avait des terrains, il n'y en avait pas partout. Où un des plus proches qu'on avait, c'est un terrain qui était la SPTT à Bagneux, qui a été prise par les
des travaux publics à l'heure actuelle, l'école des travaux publics. Il n'y avait pas le terrain de la Grenouillère qui était juste derrière la canal? Non, au parc de Sceaux, il y avait un endroit, quand on regarde le château, à droite du château, il y avait un endroit qui était autorisé pour jouer au ballon, qui n'avait pas des dimensions, il y avait de l'herbe, qui n'avait pas les dimensions d'ailleurs d'un terrain de football réglementaire, il n'y avait pas autre chose qu'un carré un rectangle d'herbe, quoi. Autrement, la Grenouillère, il n'y avait rien, il y avait le restaurant, et c'était le bout du canal, le restaurant, il n'y avait rien. Non, non, les terrains, comme les piscines, il y avait très peu de piscines, puisqu'on allait à Paris à la piscine. Il y avait la piscine de l'US Métro à la Croix de Berny, qui était une piscine découverte, donc on ne pouvait y aller que 3 ou 4 mois de l'année, c'est tout. Autrement, alors on allait à la piscine d'Orléans, on prenait le train, le métro jusqu'à Denfert, et à Denfert, on avait 200 mètres à pied pour aller à la piscine d'Orléans, il n'y en avait pas d'autre. Après, on a eu la butte rouge. Après, il y a eu la butte rouge, mais c'est tout ce qu'on avait. Quels étaient les moyens techniques mis à votre disposition pour les différents cours? Oh, les seules choses qu'on appréciait d'ailleurs, et il paraît qu'on avait la réputation d'avoir des salles très bien équipées sur le plan de l'université de l'Académie de Paris, c'était les travaux pratiques de physique et chimie. Là, on était, à mon avis, bien équipés au point de vue travaux pratiques de physique et chimie. Mais autrement, il n'y avait rien que du papier à crayon et les bouquins. Vous aviez les paillasses, c'est ça, en physique-chimie? Les paillasses avec des carreaux, non? Comment ça se présentait justement les travaux pratiques, les salles de travaux pratiques? Ah ben, c'était des tables sur lesquelles il y avait des éprouvettes, des ceci, des cela, voilà, où on faisait nos travaux pratiques de chimie pour, comment dirais-je, les réactions sur les corps simples composés. Et puis alors en physique, bon, il y avait quelques appareils de mécanique ou de cinématique ou de choses comme ça, mais c'était bien équipé. On avait des salles de travaux pratiques qui étaient vraiment bien équipées. Tout au moins tous ceux que j'ai vus autour de moi m'ont dit vous êtes bien équipés. Mais autrement, bon, le reste des salles de cours, il n'y avait rien. Que des cartes. Des cartes, bien sûr. Mais c'est qu'est-ce que j'appelle des cartes classiques de géographie. C'est tout, autrement, il n'y avait rien. Vous aviez des cours de travaux manuels? Ah non, absolument pas. Ça n'existe pas? Non, non. On était pour le bac, première partie, pour le bac, deuxième partie, c'est tout. À la fin, il y avait, on avait, sur option, on pouvait avoir 1 ou 2 points de plus en physique, en éducation physique. Bon, certes. Mais c'est tout, c'est la seule nouveauté qu'on a eue à cette époque-là. Les matières étaient toujours les mêmes, c'était français, latin, grec, mathématiques, sciences naturelles, langue, et c'était à peu près tout. Sans parler d'uniforme, quelle était la tenue type d'un élève du lycée Lacanal? Bah, dès qu'on arrivait à un âge moyen, elle était toujours correcte. Vous avez peut-être vu des photos déjà. C'était toujours correct. À partir de 14-15 ans, on avait des cravates. Alors, il y avait, à l'époque, c'était la mode du pantalon de golf. Bon. Dès qu'on arrivait vers ces eaux-là, vers 13 ans et au-delà, il y avait beaucoup de pantalons de golf. Alors, c'était très curieux parce que à l'extérieur du lycée, tout le monde était correct. Alors, à l'intérieur, on reconnaissait les internes et les élèves des classes de B à leurs blousons dégueulasses, plein de peinture ou de choses comme ça, que c'était un genre qui se donnait, mais à l'intérieur du lycée, jamais à l'extérieur. D'ailleurs, je ne sais pas comment ils étaient à l'extérieur, parce que quand ils sortaient avec des... comment on appelait ça? Ah, je cherche le terme. Ils avaient des gens qui les recevaient, parce que quelquefois les parents étaient très très loin. Alors les internes, les correspondants, voilà, je cherchais le terme. Ils avaient des correspondants. Et qui partaient le samedi, revenaient le dimanche soir, donc ça, je ne sais pas comment ils se comportaient à l'extérieur. Mais nous, dans l'ensemble, on avait des tenues
extrêmement corrects. Ils variaient, bien entendu, mais on n'a jamais vu de tenue négligée, jamais. Alors, ce n'était pas la mode des jeans, j'imagine. Donc, c'était des pantalons en quelle matière? C'était de la flanelle en hiver et Ah bah ou du velours? il y avait de la laine d'abord, pas mal de laine. C'était des tissus lourds. Des tissus lourds, plus ou moins épais, suivant si c'était de l'hiver ou de l'été. Et c'était des tissus lourds, c'était des tissus qui ne tenaient pas les plis. On n'avait pas inventé le tergal. Hein. Et des tissus qui, comment dirais-je, qui se lavaient. Je lavais quand même, on a toujours lavé dans la vie, mais c'était coton, laine, suivant l'époque de l'année, je vois guère rien. Hein, bon, les chemises étaient classiques. Les chemises étaient classiques, si ce n'est que tout ça, ça se repassait, hein. Chemise y compris. Et malheureusement, elle avait du boulot. Ah, oui. Il n'y avait pas de short long, non, c'était pas de mode. La culotte courte disparaissait pratiquement au secondaire et c'était fini après. C'était pratiquement fini. Et au niveau des chaussures, vous étiez plus en chaussures de ville ou en tennis? Chaussures de ville. Chaussures de ville. Chaussures de ville. D'ailleurs, on admettait à l'époque qu'aller au lycée en espadrille, c'était incorrect. Non pas que peut-être, on ne peut pas, peut-être qu'on aurait, un professeur n'aurait, encore que, combien de fois j'ai vu les professeurs faire des réflexions sur des tenues un peu négligées. Les professeurs tenaient à ce que les élèves soient correctement habillés. Ça, c'est pour ça que les chaussures, en général, c'était des chaussures de ville, pas de, même les espadrilles, même en plein été, pas en plein été. On n'était pas là en plein été, mais même au début de l'été. Et au niveau du cartable, c'était un cartable épais en cuir Non, ou en alors, tissu? après le primaire, on n'avait plus de cartable. On avait, comment dire, j'allais dire, une ceinture autour des bouquins. On prenait les bouquins sous le bras. Quelquefois, on avait comment dire, pas, ça s'appelait pas cartable, on avait une vache, une serviette. Mais la plupart du temps, c'était fonction du nombre de cours qu'on avait en une demi-journée. Hein. Mais en général, on arrivait à se débrouiller pour avoir le moins de choses possible et on mettait ça sous le bras. Alors on mettait une ceinture autour pour éviter de les perdre, pour pouvoir les poser sur le bord du trottoir, pour taper dans une boîte de conserve, vite, ça c'est possible. Non, non, le cartable c'était destiné aux primaires et aux jeunes. Mais en secondaire, on n'avait plus de cartable. On avait quelquefois des serviettes. Achetez-vous, oula, achetiez-vous vos livres ou alors le lycée vous fournissait la majorité des Ah ouvrages? non, le lycée ne fournissait rien. Alors les professeurs, évidemment, nous conseillaient. Psychologiquement, on était obligé de le faire parce que sinon, ils vont regarder de travers. Hein, alors les bouquins, il y avait Gibert, qui existe toujours certainement. Alors, à la rentrée des classes, il y avait, avec les parents, il y avait la Noria au quartier latin chez Gibert, parce que Gibert fournissait pratiquement toute l'Académie de Paris en bouquins d'occasion. Puis alors, de temps en temps, quand on avait des camarades décalés dans l'âge, ou dans les familles, il y avait beaucoup d'enfants, il y avait des décalages, parce que les bouquins, pour une année donnée, les bouquins ne variaient pas. Les bouquins ne variaient pas. En histoire, Malier-Isaac, il faisait de la 6e à Mathelem. Hein. La géographie, il y en avait deux. Il y avait le Gallouédec, et puis je ne sais pas, il y en avait un autre. Pratiquement, bon, le français, bon, il y avait les classiques, c'était toujours les petits opuscules de Molière, enfin de Corneille, Racine, Molière, etc. Donc en définitive, d'une année sur l'autre, il n'y avait pas de changement, il n'y avait pas de nouveauté d'une année sur l'autre. Il n'y avait pas de surenchère au sein des librairies pour avoir d'autres ouvrages ou... Non, c'était les professeurs. Non, ça, les librairies, le défaut des librairies, qu'elles vendaient des livres neufs, donc chers,
Et alors la plupart du temps, on se débrouillait pour aller chez Gibert pour avoir des bouquins d'occasion ou récupérer des bouquins à l'intérieur, avec des camarades à l'intérieur du lycée. Enfin à l'intérieur, pas à l'intérieur, mais je veux dire que dans le cadre des relations entre élèves, entre classes, et entre parents quelquefois, parce que les parents surveillaient ça de près. Comment veniez-vous au lycée? À pied. À pied, mais alors, il y avait des camarades qui venaient en vélo, il y avait des camarades qui venaient par les transports en commun, puisque pratiquement dans la banlieue sud, il n'y avait qu'un lycée, c'était la Canale, il n'y en avait pas d'autre. Il fallait aller à Versailles pour avoir un autre lycée en banlieue. Alors, on récupérait je ne sais pas combien de communes autour, hein. Gentilly, Bagneux, tout ça allait à la Canale. Le lycée était bien desservi en transport en commun? On avait la possibilité il y avait ce qu'on appelle maintenant le RER, il y avait la gare de Bourg-la-Reine et la gare de Sceaux. Et puis, si mes souvenirs sont exacts, il y avait aussi un ou deux autobus qui arrivaient à Bourg-la-Reine venant de la porte d'Orléans. Et puis peut-être un autobus de Rocade, et c'était terminé. Il n'y avait plus rien d'autre. C'était le RER avec les chemins, j'ai connu des wagons bleus avec des poignées qu'on tirait ou... À l'origine, il y avait un train à vapeur. Mhm. Ce train à vapeur que j'ai bien connu a duré jusqu'en 1937. Et à l'occasion de l'exposition de 1937, on a électrifié, et en électrifiant, on a créé, on appellera ça le métro maintenant, la ligne. Alors, c'était ces fameux wagons qui étaient bleus, je crois, qui étaient bleus, qui étaient costauds, parce que je me rappelle, il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, là, il y a eu un hiver un peu rigoureux, et les nouveaux, là, les rouges et blancs, ont gelé. Les attaches ou je sais pas quoi, et il a fallu ressortir les vieux, qui eux, tenaient le moins 15 degrés comme des chefs. Comme quoi, hein, le modernisme, il faut le surveiller parce qu'il est fragile. Et alors, 1937, donc ça a été électrifié, et alors ces voitures, je ne sais plus comment ils avaient, elles ont duré jusqu'à ce qu'on ait ces rouges et blancs, là, c'est-à-dire il y a combien, une trentaine d'années, quelque chose comme ça. Alors, que vous a appris la vie au lycée, les cours enseignés? Qu'avez-vous retenu de plus significatif? On retient ce qu'on aime. J'ai appris beaucoup d'histoire et géographie. Quand je vois la nullité des gars à l'heure actuelle en histoire et géographie, d'une manière globale, hein, il y a toujours en histoire par exemple, il y a toujours des périodes qu'on aime plus ou moins. Mais enfin, dans l'ensemble, il y avait l'histoire et géographie, et puis des choses qui restent comme ça, des morceaux. Des morceaux, peut-être même en sciences naturelles, sans aller jusqu'à la fonction chlorophyllienne, hein, il y avait des quantités de choses. Par contre, alors le latin, je l'ai oublié volontairement parce que j'en avais horreur, et quand j'ai eu ma première partie de bac, j'ai poussé un soupir de soulagement en disant non, je ne ferai plus de latin. Je ne serais plus exactement obligé d'en faire. Parce que, autrement, bah, non. Ce qu'on a appris, on en a gardé quand même ce qui prouve qu'on devait avoir de bons professeurs, parce qu'on en a quand même gardé une bonne portion. Quelles étaient les valeurs enseignées au niveau du lycée? Les valeurs enseignées? Il n'y en avait pas tellement, parce que les parents étaient là pour les valeurs. Donc les professeurs, ce qui intéressait les professeurs, c'était que les gens apprennent. Et que les gens apprennent. En ce qui concerne ce qu'on appellerait les valeurs traditionnelles d'un individu civilisé et bon citoyen, c'était pas le métier de l'éducation nationale, c'était le métier des parents. Donc les professeurs n'avaient pas de souci à se faire. Ils savaient que les gosses se disaient merci quand on ordonnait quelque chose. Ils savaient qu'ils disaient bonjour, qu'ils disaient au revoir. Donc les professeurs s'intéressaient beaucoup plus. Ça ne les empêchait pas, quand il y avait quelque chose d'anormal, de réagir. Et en disant, dis donc, qu'est-ce que font vos parents, comment tu as été élevé? Mais dans l'ensemble, les professeurs étaient à 100% de leur fonction, parce qu'ils n'avaient pas de souci à se faire sur
l'éducation normale de leurs élèves. Les parents suffisaient. Parce que les parents, je ne dis pas qu'ils faisaient que ça, mais c'est vrai que il n'y avait pas de souci. Alors sinon, parmi les valeurs, y avait-il la notion de travail en équipe, d'être entrepreneur, l'humanisme, l'adaptabilité? Les rares fois où j'ai travaillé personnellement en équipe, c'était avec des copains pour faire des devoirs chez soi. Autrement, jamais. Jamais. C'était pas entré dans les mœurs. Jamais on a formé d'équipe. Jamais. Peut-être en travaux pratiques de physique et chimie, peut-être on se mettait par deux, mais c'était des problèmes de facilité compte tenu des appareils qu'on avait. On ne pouvait pas en avoir un chacun. À ce moment-là, il fallait grouper. Autrement, jamais. Aviez-vous des professeurs qui organisaient des visites à l'extérieur? Autant que je puisse me souvenir, non. Nous ne sommes jamais sortis. Indépendamment que sur le plan sportif, hein, les professeurs de gymnastique qui nous emmenaient quelquefois, parce qu'on faisait partie de l'Académie de Paris, bon, il y avait des championnats de l'Académie de Paris, mais je dirais que, à part les professeurs d'éducation physique qui nous emmenaient quelquefois pour un match de football, un truc comme ça, et encore pas tout le temps, à ma connaissance, je n'ai jamais entendu de professeur sortir avec les élèves. Non, tout se faisait à l'intérieur du lycée. Jamais on est sorti du lycée, jamais. Êtes-vous resté en contact avec des amis du lycée? Des anciens élèves? Mm. Ah oui. Ah bah, la banlieue sud, bien sûr. Tous ceux qui ont été en classe avec moi et que j'ai retrouvés, bien sûr, on conserve des relations. Ça, c'est certain. Même quelques-uns rares qui sont très loin de Paris. Épisodiquement, une fois ou deux par an, on arrive à avoir un contact avec eux. Parce qu'on a été dans la même classe, quoi. Parce que ça, c'est quelque chose qui est précieux. Hein. User ses fonds de culotte sur les... On dit plus sur les bancs, c'était sur les chaises déjà à l'époque. C'est quand même quelque chose qui marque. Hein. C'est des amitiés qu'on conserve. Quels étaient vos contacts avec les autres lycées de la région? Les contacts À part quelques épreuves sportives, il n'y en avait aucun. Ça se bornait au sport? Borné au sport, on savait que ça existait, on savait qu'il y avait un lycée Henri IV, qu'il y avait un lycée Louis le Grand, qu'il y avait un lycée Victor Duruy, etc. Mais jamais on avait de contact autre que éventuellement en sport. Il n'y avait pas de jalousie particulière vis-à-vis de tel ou tel lycée? Ouais, c'était même pas... Je sais pas. Ouais, le bac, bon, bah, on arrivait à la maison des examens, tout ça, rue de la Baie de l'Épée, là, bon. Là, on était peut-être noyés avec, mais pour les voir quelques heures par an, hein, pour nous, ça n'avait aucun intérêt. Hein. Il n'y a que le sujet qui nous intéressait, s'il était bon ou mauvais. Non, on n'avait aucun. En tant que lycéen, étiez-vous informé d'une association des anciens élèves? En tant que lycéen, étiez-vous informé d'une association des anciens élèves de la Canale? Alors, l'association des anciens élèves était un énorme brain trust et qui était beaucoup plus, je dirais, couverte, si on peut appeler ce mot-là, par les parents. Il y avait un président qui faisait la distribution des prix en laïus, très long. Il y avait des prix, c'est une association qui distribuait certains prix, et je crois qu'à l'époque, parce que moi j'étais trop jeune et après je suis parti, donc puis c'était une époque où après j'avais même pas le droit d'en faire partie, puisque c'était interdit par les règlements à l'époque. Elle devait être très importante, mais elle se concrétisait au moment de la distribution des prix surtout, parce que c'est une association qui était partie prenante, du fait même qu'elle distribuait des récompenses,
Mais bon, les élèves n'étaient pas dans la course puisqu'ils n'étaient pas encore anciens élèves, ils étaient élèves. Donc ça jouait sur des gens qui étaient surtout des administrés de Sceaux et de Bourg-la-Reine, des communes avoisinantes. Alors je ne sais même pas, on pourrait faire des recherches bien sûr, je ne sais même pas les effectifs. Pas du tout. On pourrait le retrouver peut-être. Mais pour ça, les archives, vous savez, on a déjà eu tellement de mal à récupérer des archives les 20 dernières années, que je ne sais pas si on arriverait à trouver des archives permettant d'avoir même une idée du volume de l'époque. Pas du tout. Ce qu'on peut retrouver, c'est un ou deux discours sur des palmarès. Les contacts donc se bornaient essentiellement pour le palmarès entre les anciens et donc les nouveaux élèves au lycée. Il n'y avait pas de représentation par rapport à la vie active qui existait, chose... C'était une époque où, contrairement à l'époque actuelle, les élèves étaient tous égaux devant le professeur et il n'y avait absolument aucun caractère de représentation, de quelque forme qu'elle soit d'ailleurs. Que faisaient les lycéens après le baccalauréat? Il y avait deux catégories. Il y avait les grandes écoles, les classes préparatoires aux grandes écoles. Les grandes écoles, il y en avait 5, il n'y en avait pas 50. Et puis après, il y avait alors des écoles qui n'étaient pas des grandes écoles, qui étaient des écoles, non pas des petites, mais qui n'avaient pas droit de citer. Et puis alors, il y avait la vie active, ça dépendait c'était une question de famille d'abord, de goût. Puis il y avait toutes les facultés. Alors toutes les facultés, il y avait la faculté de médecine, il y avait la faculté de droit, il y avait, bon. Alors après le bac, il y avait les deux principales directions, c'était les grandes écoles et les facultés. Et puis la troisième, c'était la planète entière. C'était depuis l'agriculteur, le type qui veut être agriculteur, ou le gars qui cassait des cailloux, c'était un problème à la fois personnel, et puis des parents qui pouvaient orienter. Celui qui était fils d'un industriel, le père disait ça m'arrangerait bien s'il reprenait l'entreprise quand je partirais. Alors ça, c'était si le fils marchait, ça allait, s'il ne marchait pas, il prenait une autre voie. Avez-vous participé à des blagues de lycéens? Oui, mais blague on peut. Il y avait des chahuts, mais c'était en général. Il y avait deux catégories. Il y avait le chahut du professeur qui se laissait chahuter, il y en avait quelques-uns. Alors il rouspétait, bon, ça se tassait plus ou moins, puis finalement, quand on voyait que le professeur laissait un peu couvrir, ça se terminait par un morpion, une bataille navale, qui était beaucoup plus calme, et ça permettait de manger l'heure beaucoup plus que de chahuter. On ne peut pas dire les chahuts, il y en avait très peu. Il y en avait très peu. D'abord, il y avait des professeurs qui étaient hors de question, sinon ça pouvait très mal se terminer. Et il valait mieux éviter de se faire foutre à la porte. Vous m'aviez parlé d'une histoire de table démontée? Ah, de phagocytose de la chaise. Ah, la phagocytose de la chaise. La phagocytose de la chaise, oh, on était, je crois que c'était en Mathelem, on était déjà âgés. Alors, il y avait un certain nombre de chaises dans la salle, et on disait aux copains, tiens, tu comptes les chaises et tu verras que quand l'heure de cours sera finie, il en manquera une. Alors on était au premier rang, parce que là on pouvait travailler calmement. On avait tournevis, clé à molette, c'était des chaises qui étaient vissées. Les barreaux, tout ça, c'était vissé. Puis alors il y avait 4 vis, il y avait 4 écrous, enfin des vis à écrous, pour le siège et les 4 pieds. Et pendant le cours, on dévissait. Et on était arrivé, on avait d'ailleurs un stock de vis à la fin. On réussissait à démonter une chaise, et alors à la fin, quelqu'un, 2 ou 3 sortaient en boitant parce qu'ils avaient le pied dans la jambe du pantalon.
Et bon, les vis, ça va, on les mettait dans la poche ou ailleurs. Quant au siège, ben, le siège, on le mettait derrière un radiateur. Et on disait, comptez maintenant, vous verrez qu'il manque une chaise. Et effectivement, il manquait une chaise. Ah, c'était en maths qu'on faisait ça. C'était avec un professeur qu'on appelait Tatas. Il était avec un camarade et il y avait une table devant lui. Et on travaillait sous la table. Et alors, quelquefois, on avait le visage crispé par l'effort d'une clé à molette qui était en train de dévisser un écrou d'une des chaises. Bon, ça nous avait pris comme ça. Bon, ça, on l'avait fait plusieurs fois, puis quand quelque chose se répète, c'est plus amusant, on fait autre chose. Mais le reste, on n'a jamais, non. Non, à part sécher les cours, on n'a jamais eu. Et puis d'ailleurs, comment dirais-je, l'autorité du lycée était telle que on ne pouvait pas aller bien loin de toute façon. Jamais on est allé loin, pas du chahut. Même blague, on ne faisait pas de blague. Avez-vous entendu parler de certaines légendes ou histoires sur le lycée Lacanal? Certaines? Histoires ou légendes sur le lycée Lacanal? Non. Non, il a donc été construit en 1885. Non, jamais entendu parler de choses particulières sur bon, l'histoire. Bon, l'histoire, il y a eu la guerre, bon, bien sûr, où la moitié du lycée était occupée par une unité d'instruction de la Wehrmacht, mais autrement, non. Comme on dit, c'est un lycée dont la vie se déroulait bien tranquillement, avec, comment dirais-je, les cassures de l'époque. Hein, bon, il y avait l'aumônier, les premières communions, les catéchismes jusqu'à un certain âge, les premières communions, les confirmations, tout ça, ça faisait partie d'une espèce de, comment dirais-je, on pourrait s'exprimer, de rythme. C'était un rythme de vie, et le rythme de vie n'a jamais été cassé. Il déroulait d'une année sur l'autre, en fonction, encore une fois, du fait que d'une année sur l'autre, on avait un an de plus sur les épaules. Connaissiez-vous les personnes qui vivaient à demeure dans le lycée? Certaines. Il y avait à demeure, bon, il y avait pas mal de gens. Bon, je ne parle pas du personnel de l'infirmerie, parce qu'il y avait des infirmières, tout ça, mais Dieu merci, il valait mieux ne pas y aller souvent, on y allait quand question de problèmes graves. On connaissait... On ne savait même pas, je dirais, à la limite, combien de logements il y avait. On savait que le proviseur y habitait, le censeur sans doute, les surveillants généraux, je ne sais pas, je ne crois pas. Il y avait très peu de logements finalement. Très peu de logements. Il y avait le concierge, bien entendu. Enfin, le ou les concierges, il y en avait certainement moins d'eux. Un économe, on appelait, je ne sais pas comment, parce que bon, ça devait s'appeler comme ça déjà. Bon, le proviseur et le censeur. Mais même les trois surveillants généraux, là, je ne peux pas dire s'ils logeaient là ou ailleurs. Je crois qu'ils logeaient là. Mais il y avait, à mon avis, pas plus de quelques logements du personnel. Alors on les connaissait parce qu'on les voyait tous les jours. Maintenant, lorsqu'on ne connaissait pas, c'était ce qu'on appelle les extrascolaires. Parce qu'il y avait un chauffagiste, il y avait plusieurs chauffagistes, il y avait tous ces trucs-là. Mais ça, c'était en dehors. D'ailleurs, ils travaillaient en dehors. C'est comme moi qui étais externe. Tout le personnel des cuisines, des réfectoires, tout ça. Pour nous, on ne les voyait pas, quoi. Ils étaient dans leur zone, et avec les internes ou les demi-pensionnaires qui les voyaient. Vous ne faisiez pas d'expédition au sein du lycée pour visiter uniquement. Saint-Charlemagne, c'était le seul jour où on avait le droit d'aller traîner, à droite et à gauche. Autrement, c'était formellement interdit. Il aurait fait beau voir qu'on se fasse ramasser dans un couloir souterrain des cas, des sous-sols, si vous voulez. Puisque sous chaque grande galerie, sous chaque bâtiment, il y a forcément une galerie. Ah non, alors là, Saint-Charlemagne, là, on avait 24 heures. On avait une journée où on pouvait se permettre d'aller où on voulait, mais c'était une fois par an. Autrement, on
ne serais pas frotté. Bah, très bien en général. Parfait. Je vais pouvoir aller faire un souvenir en amène un autre. Alors on pense comme ça, même quand on parle avec des camarades, c'est pareil. Et puis alors les camarades vous rappellent les choses. Hein, Franceschini, la Maison Laurent, tout ça, qui sont de ma génération, avec lequel j'ai été en classe. Quand on parle, bon, on va aller boire quelque chose quand même. À moins que vous vouliez, je sais pas si vous voulez boire de l'alcool, ou si vous voulez du café ou du thé. Non, non, merci. Non, vous allez boire un coup, là. Hein? Quelle heure il est? Oh, bah, c'est l'heure, oui, puis il n'y a pas d'heure pour les braves. Non, Bah, sérieusement, on va boire.